Donc les ONG, il peut avoir une connotation politique, il ne faut pas oublier qu'une ONG est subventionnée, vit par subvention. USAID, c'est une ONG en théorie subventionnée par l'État et on les retrouve à chaque fois, comme par hasard, dans tous les endroits où la CIA, enfin les États-Unis s'intéressent. Vous avez une ONG qui pour moi est une ONG qui est la continuité de ce que j'ai vu en 2000. Qui est à Phnom Penh et qui arrête des pédophiles. Et j'ai vu une émission avec un journaliste, et c'est toujours le même journaliste, en gros, qui suivent les policiers cambodgiens qui enfoncent la porte, qui sauvent le gamin. C'est peut-être un vrai pédophile, mais quoi qu'il en soit, c'est un éducateur social qui est du côté de Marseille, qui touche maintenant des sommes extraordinaires pour arrêter des pédophiles. Il en a fait son métier, mais quand il n'a pas le quota, il peut faire comme l'Australien, qui est mort en prison, accusé des faux pédophiles. Alors chaque année en France, en plus, il y a des milliers de disparitions. Il y a beaucoup de... Ça, c'est... Alors apparemment, il n'y a pas de fichier en France d'enfants disparus. C'est étonnant. Ouais. C'est quelque chose, il n'y a pas de fichier d'enfants disparus. C'est assez étonnant. Parce qu'en plus, il y a énormément de disparitions. Maintenant, vous savez, moi j'ai vu les gens avec qui j'étais, ils fantasmaient sur les gamins, quoi, en fait. Hein. Mais je suis persuadé qu'au bout de 4 ans, 5 ans de Cambodge, à avoir utilisé des enfants, on ne peut plus s'en passer. Le gars, il a complètement dévié. C'est pas parce qu'il vient en France qu'il va arrêter ses pratiques sexuelles. Et puis de toute façon, les gens pour qui je travaillais, ils faisaient chanter des pédophiles dans chaque pays européen. Ça s'appelait le réseau K. Ils étaient en train de le monter en 2000, où ils avaient mis un responsable par pays. C'était un pédophile ou un non-pédophile qui faisait partie de l'organisation. C'était pour piloter les pédophiles qui faisaient chanter. Quand ils reviennent en France, en Europe, ils recontactent ces personnes qui font chanter. Puisque de toute façon, c'est un fonds de commerce. Hein. Ouais. C'est tous les mois ils versent, où ça leur permet de rentrer dans une industrie, ça permet de rentrer dans un parti politique, pourquoi pas. Hein. Donc ils ne vont pas se couper de leur réseau qu'ils ont créé et pour lequel ils ont travaillé. Et leurs pratiques sexuelles, en fait, ils les font revenir en France. D'accord. Et est-ce que des fois, alors ils enlèvent les enfants, pensez, ou tout se passe au Cambodge? Ou des fois les enfants ils sont amenés à quitter le Cambodge? Alors à l'époque, ils faisaient venir des prostituées cambodgiennes. Déjà, hein, des prostituées cambodgiennes dont avaient des enfants pour passer plus facilement les frontières. Quand ils n'arrivaient pas à avoir un visa à Phnom Penh, ils allaient dans un autre pays. Enfin, il y avait une filière comme ça. C'était dans les années 2003-2004. Et en banlieue parisienne, ils louaient des appartements et là c'était sur commande, ils faisaient venir des gens. Et je connais un colonel de l'armée cambodgienne qui s'appelait, son prénom c'est David, il avait pris un prénom occidental, c'est lui qui manageait ça en fait. Et chaque fois en même temps il essayait de ramener de la drogue. Donc la mondialisation en fin de compte, on peut enlever des enfants au Cambodge, mais pourquoi pas en enlever en France hein. Puisque la perversité, elle va beaucoup plus loin. Hein. C'est comme quelqu'un qui a un fantasme, qui passe qui fait un pied en avant, qui réalise son fantasme, et après il y en a un autre, et il y en a un autre, et ça ne s'arrête plus. Quoi, en fait. C'est une affaire assez quand même incroyable, surtout au niveau des ramifications. Quoi. Vous me dites là qu'il y a une dimension internationale. Moi je me demande c'est comment on fait pour... depuis... alors, vous connaissez l'affaire justement de l'hôpital général, non? Non. D'accord, c'est une affaire qui est du XVIIIe siècle où il y a des détournements d'enfants. Et ça commence depuis très longtemps. Quoi. Ouais. Et au profit, j'ai entendu parler un petit peu. Voilà, d'une élite et de certains... on va dire certaines personnes très haut placées, parce que ça ne concerne pas le français moyen, ça, on ne peut pas dire ça. Ah bah non, ça concerne une élite, ceux qui peuvent quand même se permettre ça. C'est ça, et puis ça coûte extrêmement cher, et il faut tout un réseau de transport des cassettes, des films, c'est tout organisé, c'est pas... le militaire, comme j'ai vu, l'ancien militaire plutôt, hein, qui était à la tête de ce réseau dans le début des années 2000, bon, c'est parce qu'il avait un carnet d'adresses, il était bien implanté, il était protégé. Et tous ces gens-là, c'est un petit peu l'alpiniste. Il faut toujours 3 points d'appui pour éviter de tomber d'une façade. Ouais. Hein, donc ils n'avancent que lorsqu'ils sont couverts. Lorsqu'ils ont assez de chantage, assez de disciples, je dirais, ben, ils continuent. Mais ils ne continuent pas aveuglement. Ils continuent quand ils sont en toute sécurité, quoi, en fait. On nous dit que c'est une genre de mafia un peu de luxe, justement. Voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire l'idée... voilà, si je comprends bien, la mafia française est cette mafia qui fait de l'argent
avec d'autres personnalités françaises, une sorte de mafia de luxe. C'était Yann qui le dit. Mais c'est basé sur l'argent, quoi, en fait. Hein. Tout est basé sur l'argent. Ça veut dire qu'un enfant, c'est de l'argent. Une cassette pédocriminalité, c'est de l'argent. Un acte sexuel avec un enfant, c'est de l'argent. Trafic de drogue, c'est de l'argent. Tout est basé sur l'argent, quoi, en fait. Voilà. Donc, effectivement, ce sont des sommes très importantes. Et comme j'ai dit, par contre, comme j'avais écrit dans mon livre, il y a plusieurs paliers. La pédophilie ne sert qu'à camoufler le palier supérieur de trafic. Le palier supérieur, c'est le trafic de drogue. Vous avez une carte actuellement qu'on trouve même sur Internet. C'est une étude d'une grosse ONG américaine qui montre toutes le transit de drogue, dont à Phnom Penh. Il y a un transit de drogue à Phnom Penh. Hein, donc, donc on sait très bien que le transit de drogue à Phnom Penh, vous avez une partie de ce trafic de drogue, mais ce sont les gens avec qui je travaillais qui le poursuivent. Vous pouvez avoir des Cambodgiens fortunés ou des étrangers qui viennent au Cambodge pour faire le trafic de drogue, mais vous avez une partie du trafic de drogue, et ça c'est l'héritage de la French Connection, mais c'est eux qui fournissent. Hein. Elle est célèbre, en plus cette French Connection, elle a mis des films dessus. Mais en 1970, 80% de la drogue qui arrivait aux États-Unis transitait par le port de Marseille. C'est quand même formidable. Hein, dont une partie venait dans l'ancienne Indochine, de Turquie et l'ancienne Indochine. Et ça transitait par le port de Marseille. Je crois qu'il y avait 16 familles de la Cosa Nostra implantées aux États-Unis et à peu près 12 familles corses. Et le FBI n'arrivait pas à établir l'organigramme de ces 12 familles, tellement qu'elles étaient discrètes. Voilà. D'accord. Et donc après, les Américains, c'est quoi? Ils en ont eu marre? Les Américains, c'était la guerre du Vietnam, ils ont eu trop de problèmes avec la drogue. Et le président des États-Unis a mis un holà. Et la filière de la French Connection aurait été démantelée. Alors la French Connection, c'est un petit peu la mafia de maintenant. C'est plein de gens qui ont des intérêts communs. Il ne faut pas voir la mafia italienne comme on peut l'étudier en Italie ou d'autres mafias. La mafia française, en fait, elle bouge en permanence. Ce sont des intérêts qui s'associent en permanence. Ils se lient entre eux. Et ça, c'est l'histoire qui a voulu ça, avec, je rappelle, le SAC, la French Connection, le trafic de drogue, les colonies, tout ça. Donc, c'est encore des gens qui peuvent se retirer, d'autres qui peuvent les remplacer. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment de tête, quoi, c'est ça? On a l'impression. Mais si, parce qu'il y a quelqu'un qui fait la coordination. Et alors c'est qui? Ouais, comme il m'avait dit, moi c'était voilà, c'est tout. Mais est-ce que c'est. Moi, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc, ça veut dire un peu, ouais, donc quelqu'un qui est connu sans vraiment, en plus, bon voilà, on le connaît, mais pas plus que ça, quoi. Donc ce serait pas quelqu'un de très médiatique, forcément, de toute façon. Voilà, mais moi je pense que c'est quand même. C'est quelque chose de collectif, il y a une tête collective, je dirais, hein, de décideurs qui ont des intérêts en Afrique, qui ont des intérêts en France, qui doivent couvrir des crimes en France. Il y a tout ça qui se crée, ça a été vraiment créé avec l'histoire et c'est quelque chose de gros, mais qui est solidaire, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment solidaire. Mais c'est ça qu'on a du mal à comprendre, c'est que quand l'administration, elle est, on va dire, saisie sur une affaire comme ça, il n'y a aucune suite, c'est-à-dire qu'il y a vraiment moyen pour un fonctionnaire de bloquer l'affaire. Écoutez, c'est le gendarme Joly. Je peux citer son nom, qui est maintenant du côté de Perpignan, qui a été renvoyé de la gendarmerie, qui a été renvoyé du Front National, qui est du Parti Royaliste. Enfin, il a une activité très fournie. Il téléphone à mon employeur pour dire qu'il fait une enquête, alors qu'il ne pouvait pas faire d'enquête, il était gendarme mobile, qui fait une enquête dans laquelle où on trouve de la pédophilie, où je suis impliqué. La boîte qui m'emploie fait une enquête interne. On arrive à faire témoigner la DRH, les personnes à qui il a téléphoné, une infime partie certainement, parce qu'il devait balancer plusieurs coups de téléphone. Je porte plainte, classée sans suite. Je suis impliqué dans des affaires pas possibles et tout tient à penser qu'ils ont une incidence dans mes affaires. Ils ne sont même pas convoqués par la police pour s'expliquer pourquoi ils me traitaient de pédophile. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Bon. Ça répond un petit peu à la question. Hein. C'est juste un simple exemple. Hein. C'est incroyable de voir la portée de leur pouvoir, quoi, qu'ils puissent comme ça stopper toute initiative, qu'ils ont
Mais je pense que c'est sur des affaires de chantage. Bon, Madame Joly a été correspondante au Midi Libre dans les journaux. On la trouve impliquée un petit peu partout. C'est une femme qui se débrouille très bien, qui est très active. Voilà. Et Héripian, en même temps, pourquoi ils étaient à Héripian? Alors, on peut se poser la question de Clermont-Ferrand, aller dans un petit village. Et parce que cet ancien gendarme avait l'intention dès 2000 de rentrer dans un ordre de Templiers. Cet ordre de Templiers, je me suis renseigné, était une ancienne loge d'une obédience maçonnique française qui a été renvoyée parce qu'elle dérivait au niveau sectaire. Et ils ont créé une loge de Templiers, alors c'est encore un exemple, hein, mais c'est encore une coïncidence, le grand maître s'appelait Mercier. J'ai encore, moi, je lui ai écrit à l'époque, il me dit, je ne peux pas vous recevoir, mais le gendarme voulait rentrer. Et on s'aperçoit qu'à Héripian, tout petit village, hein, où le gendarme a voulu écraser la boulangère, il y a eu tout plein d'histoires. Vous téléphonez au maire d'Héripian, il ne veut même plus entendre parler de ces affaires-là, hein, sans parler de l'affaire des menaces envoyées à Sarkozy. Ben, à Héripian, on a un ordre templier, très important, où le grand maître est installé à Héripian, et où il y a des ramifications un petit peu partout dans le monde. Voilà. Bon, c'est pas une coïncidence. Hein. Ça explique pourquoi de Clermont-Ferrand, ils sont allés dans ce petit village. On peut en parler, c'est justement la franc-maçonnerie. Quelle est leur influence réelle dans ces affaires? Ben, la franc-maçonnerie, moi j'ai dénoncé la loge Nagara qui est au Cambodge. Parce que la loge Nagara, comment ça s'est créé? La loge Nagara, moi en 2000, la société dans laquelle j'étais s'appelait Triangle. Et ils se faisaient passer pour des francs-maçons. Effectivement, il y en avait un qui avait été en franc-maçonnerie en France, mais il avait dû quitter la France pour une escroquerie. Donc il est parti au Cambodge et ils ont eu l'idée d'utiliser la franc-maçonnerie pour impressionner les gens. Alors on parle de franc-maçonnerie en France, ça rentre dans les mœurs, je veux dire, mais quand vous allez en Afrique, quand vous allez en Asie, ben c'est une autre dimension, ça veut dire qu'ils se donnent une importance. Ça veut dire qu'ils doivent être respectés parce qu'ils font partie d'une organisation secrète. Alors que la franc-maçonnerie, c'est une organisation qui est discrète. Hein, c'est des lois, des associations, loi 1900, c'est pas extraordinaire. Le fantasme de la franc-maçonnerie, on n'est plus dans les années 30. Hein. Donc ils ont créé ces sociétés Triangle Holding, et après ils immatriculaient comme l'équivalent d'une association à Phnom Penh. Et après ils ont essayé de chercher une obédience, de se raccrocher à une obédience. Et ils ont réussi, parce que les francs-maçons, en fin de compte, ils sont à la chasse de l'effectif. Ils veulent avoir une influence partout dans le monde pour modifier l'être humain, améliorer l'humanité. Bon, ça peut partir du bon sentiment, mais quand on voit la loge Nagara à Phnom Penh, ben, c'est faire preuve de naïveté. Et puis, il y a eu des informations qui sont remontées auprès de cette obédience. Le grand maître est parti au Cambodge, il est resté une journée pour inspecter. Une journée, c'est tout. Et après, il a basculé en Thaïlande. Et tout le monde se satisfait de cette inspection, en fait, qui était prévue de longue date, où tous les francs-maçons ont pu, de cette loge-là, où il y a des gens très bien, certainement. Et vous avez un noyau qui se sert de cette loge pour faire du business, pour travailler dans l'association franco-cambodgienne, pour accueillir les Français, etc. Ils bloquent tout, quoi, en fait. Hein, mais pas uniquement dans cette franc-maçonnerie, quoi. Voilà, donc, mais ouais, la loge Nagara, un franc-maçon peut aller la visiter en ce moment, aller assister, comme ils disent, aux travaux, se retrouver après, comme ils disent, en agape, au repas par la suite, et comme moi je sais, se faire piéger par la suite dans une chambre d'hôtel par des gamins, si la personne est intéressante. Voilà. Ça permet encore d'amener les pigeons. Hein, les pigeons. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un business, c'est tout. Hein. Et ça leur donne une honorabilité. Le mafieux cherche toujours la Légion d'honneur, les décorations, d'être dans des clubs importants. On peut en trouver au Rotary, pourquoi pas. Hein. Au Lions Club, on en a parlé. Pourquoi pas au Lions Club. Hein. Et ça, c'est l'objectif du mafieux. Il faut qu'il se montre, qu'il approche les gens de pouvoir. Et c'est un escroc, quoi, en fait. C'est un escroc. Hein. Mais il se faufile partout. La franc-maçonnerie, c'est qu'un moyen de rentrer quelque part. Et d'autant plus que les gens avec qui j'étais, ou bien ils étaient communistes purs, très purs et durs, ou bien ils étaient d'extrême droite. Et les gens d'extrême droite que j'ai côtoyés au Cambodge,
je vous rappelle, ils ne reconnaissaient pas un enfant de couleur comme un être humain. Et ces gens-là, en même temps, ils sont anti-francs-maçons. Alors c'est peut-être, vous voyez un petit peu la relation, de la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont pas réussi à éliminer la franc-maçonnerie. Et maintenant, ils sont anti-francs-maçons, ils rentrent en franc-maçonnerie juste pour profiter de l'honorabilité que leur confère un titre en franc-maçonnerie. Et en même temps, ben, ils sont prêts à la couler tout de suite. Voilà. Donc et si la loge ferme, mais ils auront réussi une double mission. C'est pour ça que je dis, en fin de compte, le franc-maçon est naïf. Il n'est pas mauvais, il est naïf. Il croit tellement en l'humain qu'il accepte, même dans ses rangs, des gens qui n'ont pas le profil. Et à plus forte raison, outre-mer. Alors, on nous demande si vous connaissez la mafia albanaise, non. Réputée comme une des les plus méchantes du monde, quoi. Alors, on nous dit avec toutes ces disparitions d'enfants, il y a de quoi devenir schizophrène, limite une puce RFID sur mon monde pour géolocaliser. Ça, c'est... Ah ben la géolocalisation, on en parle pour les expatriés qui risquent de se faire enlever maintenant. Ah ouais, ah ouais ça c'est une étude hein, pour savoir si un ingénieur devait se faire enlever quelque part en Afrique, on sait où il se place. Ça on en parle, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais ça en parle. Ça va être horrible parce que s'ils sont en eux, ils vont en plus se faire charcuter, les mecs vont chercher à enlever la puce, ça risque, ça risque d'être... Regardez, j'en reviens au gendarme qui m'a traité de pédophile. Hein. Ouais. Ben, il a une boîte de sécurité qui se propose de faire la protection d'enfants. En France, à Perpignan, pourquoi on protège les enfants à la sortie des écoles en France? C'est quand même extraordinaire. Et c'est sur Internet. Les enfants de personnalité, peut-être, ça, oui. Mais... Ouais, mais il y a encore, on pourrait pas le reconnaître, quoi. Ouais. Le fils à BHL, moi, je pense que les enfants qui se font enlever en France, c'est comme au Cambodge, c'est les enfants dont on n'entend pas parler. Bah, souvent, c'est des enfants justement de l'assistance publique, voilà. qui n'ont pas de famille déclarée. Et souvent aussi, pas mal d'enfants apparemment en situation irrégulière aussi. Voilà, et c'est exactement le cas du Cambodge, pour les enfants qui étaient volés dans l'état d'ordure. C'est pareil, c'est le même système. Des enfants dont personne ne va s'inquiéter, ou personne ne va réclamer la disparition, quoi. Il n'y aura pas de bruit. Mais il faut savoir que si c'est la même... quand on enlève un enfant au Cambodge, c'est comme l'alpiniste, hein, en gros, il y a les 3 points d'appui, on risque rien du tout. Pour moi, si on doit enlever un enfant en France, on a déjà bouclé tout ce qui est enquête et tout le reste. Ouais, ça veut dire on a déjà pensé à l'avance. C'est pas comme quelqu'un qui est en colère, qui va frapper quelqu'un. Tout ça, c'est prémédité, quoi, en fait. C'est une organisation, c'est pensé, c'est très intelligent. D'accord, on sait que ça va être tel juge qui va être en charge de l'affaire, tel commissariat, tel... Parce que les faits, elles sont étouffées, quoi. Enfin, ça fait... Voilà, il faut jamais oublier le chantage. Le chantage, ouais. Le chantage. Ça marche que comme ça, le chantage. Et j'ai, moi, trouvé un livre, un règlement militaire qui date de 1953 sur la guerre psychologique. Où on parle de manipulation des foules, de manipulation, de chantage. Donc c'est des méthodes qui sont de la guerre froide, tout ça. On a oublié le pacte de Varsovie, on a oublié toute cette période-là où on coulait des entreprises en manipulant des chefs d'entreprise, en les faisant chanter. Et c'est exactement le même système, quoi, en fait. Moi, ce que j'ai vu, c'est le système de la guerre froide. Hein, ce sont des systèmes de services de renseignement qui se faisaient aucun cadeau, qui manipulaient les gens, qui manipulaient les épouses et tout le reste, quoi. Alors on nous demande si vous avez des informations sur Florence Cassé et son frère qui travaillait sans motif pour la DGSE et qui avait infiltré des preneurs d'otages mexicains à l'époque. Non. Parce que ça ressemble beaucoup à votre histoire. Hein, quelqu'un qu'on a... Voilà, ouais. Mais je vous rappelle, c'est pas une obligation parce qu'on veut faire chanter quelqu'un, on veut donner un exemple. Vous voyez, le japonais, je rappelle, il n'avait pas d'argent. Mais il avait un autre japonais qui était chef d'entreprise. Qui lui, les mafieux, et ça j'ai vécu cette histoire, ils voulaient le faire chanter. Ils voulaient lui faire payer son tourisme sexuel. Alors ils ont cassé le petit japonais, ils l'ont fait mettre en tôle,
avec la complicité de la police cambodgienne, la police des étrangers, où même moi, je donnais de l'argent régulièrement. J'avais un fonds de caisse et j'ai donné plusieurs centaines de dollars à l'époque. J'entretenais la police cambodgienne. Comme ça, après, c'est quoi? Ils te laissent tranquille? Non, c'est pas ça, c'est qu'on les mettait dans les combines. Ah. On a dit, ce soir, on piège telle personne. Ça veut dire, le système, il est très bien fait. On piège telle personne, demain, on essaye de lui soutirer de l'argent, s'il refuse, vous intervenez, parce que vous avez les pièces. Et moi j'ai vu les mafieux, le gars était en garde à vue, il faisait en sorte de ne pas prévenir l'ambassade de France, que personne, l'ambassade de France n'était pas au courant, et vous arrivez, le mafieux arrivait, et il se présentait à la police, et il jouait le rôle de l'ambassade de France, quoi, en fait. Je vais arranger, t'inquiète pas, je te sors de là, je connais le policier. Bon, mais maintenant, il y a ce compte-là, il faut que tu téléphones, je vais te donner un téléphone, il faut que tu vires 100 000 $. Autrement, ils vont te laisser en prison. Parce que c'est des durs, hein. C'est des anciens Khmer rouges. Voilà. Et le gars, il avait tellement peur que s'il avait de l'argent, il téléphonait, arrivait sur le compte, et après, il était libéré. Mais ça n'empêchait pas qu'on continue le chantage. Ouais. Ça veut dire, arriver en France, en Allemagne, dans notre pays, ben, il était toujours suivi. Il devait, premièrement, ramener 10 pédophiles en tourisme. En tourisme, ça veut dire ramener 10 mecs là-bas. Ouais, autrement, il était sanctionné ou il avait des problèmes avec la police allemande ou française. Mais ces gens-là, en plus, quand ils sont pris comme ça dans un chantage, c'est impossible de s'en sortir. Ça finit mal. C'est comment ils peuvent... Il n'y a pas de solution pour eux. Non, mais ça, c'est toute la vie où ils prennent la personne. Hein. Mais le gars, nos amis belges pourront peut-être faire les relations. Le mafieux avec qui je travaillais est allé en Belgique contacter la police belge et il avait eu le CD d'Ulrich, un pédophile où il y avait des centaines de gamins à poil. Quoi. Mmh. Donc ils arrivaient à rentrer dans la police en Europe. Parce qu'ils se présentaient pour protéger les enfants contre les pédophiles. Ça leur permettait d'avoir des contacts avec la police. Voilà. Donc c'était un sacré système. Le fameux CD de Zandvoort, là. Voilà. Et en même temps, ils balançaient des... Moi j'ai vu une enquête sur des musulmans au Cambodge. Ils alimentaient la DST en dossier. Ça c'est une préparation d'attentat qu'ils avaient inventé sur des musulmans. Ils n'avaient rien fait, les Pakistanais. Ils avaient ouvert un petit restaurant en pleine peine. Ils avaient strictement rien fait, mais ils ont monté un dossier d'une centaine de pages avec des attestations, etc., qui préparaient un attentat. Donc ils ont envoyé ça en France, et après, pour éviter le soi-disant attentat, qu'est-ce que la France a fait? Ça veut dire que les gens, ils ont peut-être disparu, ou ils sont repartis au Pakistan, ou autre chose, parce qu'après, il y a des mesures à prendre. Si on vous dit qu'il y a des gens qui sont en toute quiétude à Phnom Penh, ils préparent un attentat. Ils ont des ramifications et tout. Et ça leur permettait d'être couverts par les services de renseignement français en même temps. Donc ils jouaient sur plusieurs tableaux. C'est-à-dire en plus ils peuvent évincer quelqu'un, donc même qui leur plaît pas, voilà, sur voilà, des allégations fausses. Au niveau concurrentiel. Concurrentiel. Voilà, là pour revenir à l'accompagnement d'une entreprise, vous vous adressez pas aux bonnes personnes au Cambodge par exemple, qui vont vous accompagner mais vous raquettez. En gros, c'est ça, hein, ouais. Pour installer votre entreprise. Vous vous adressez à quelqu'un d'honnête, mais ça ne va pas leur plaire, puisque chaque personne qui arrive au Cambodge, ça doit leur apporter de l'argent, parce qu'ils pensent que c'est leur pays. Donc c'est un droit d'entrée. On peut voir dans d'autres pays africains en même temps. Il faut payer le droit d'entrée. Alors bien souvent, ce n'est pas directement aux mafieux, vous allez passer par un fonctionnaire cambodgien, par exemple, parce qu'ils se couvrent, ils sont très intelligents. Et après... le fonctionnaire cambodgien va prendre ses 10%, il va redonner le reste après aux mafieux. Hein. Donc si vous n'acceptez pas ce système, ben, ils font en sorte que vous ouvriez jamais votre entreprise. Mais par exemple, les gens qui vont, alors bon, je vais me faire l'avocat du diable encore, mais ceux qui vont là-bas quand même aux vacances au Cambodge, ils ont une petite idée derrière la tête, non? Qui va au... Bah ceux qui vont, parce que bon, je veux bien que le mec il se fasse piéger dans une salle, voilà, on lui a fait boire quelque chose, il se fait piéger au Cambodge. Mais il y en a beaucoup qui vont quand même là-bas. Pourquoi ils vont en tourisme au Cambodge? Ah, ben là, c'est connu comme une destination de tourisme sexuel, le Cambodge. Non, mais même Thaïlande. Même la Thaïlande aussi, la première fois quand j'étais casque bleu, etc. Je vais raconter, la première fois quand j'étais casque bleu, l'ONU impose une semaine de vacances quand on fait 6 mois de casque bleu. Moi, ça ne m'intéressait pas. Je n'étais pas venu au Cambodge pour aller en vacances. On m'a dit, il faut faire une semaine de vacances en début ou en fin.
au milieu, vous faites quand vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous repartez en France, psychologiquement, vous n'êtes pas apte à travailler pour l'ONU. Il y avait des milliers de militaires onusiens. On nous a imposé d'aller à Pattaya, la plus grande ville où il y a le plus de prostituées au monde, à l'époque. Et c'était en 1993, et j'ai un ami militaire, je lui dis tiens, regarde, l'Allemand là, il est sympa, il a dû parrainer un enfant, parce que moi j'avais ramené mon petit gamin, j'avais donné un orphelinat français. Il me dit non, 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 il a loué l'enfant à la journée. Il y avait 2 boîtes de nuit d'enfants à Pattaya à l'époque. Et elle se reconnaissait par appareil photo interdit, etc. Les enfants dormaient dessous. Et quand un enfant s'évadait, ben, le policier thaïlandais le ramenait parce qu'il avait une prime. Et l'enfant se louait comme les prostituées à la journée. La Thaïlande a arrêté, si vous voulez, parce que ces pratiques a fait du ménage. Ça peut être plus discret. On peut toujours trouver de la pédophilie, certainement en Thaïlande encore, mais beaucoup plus discret, parce que ça portait tort complètement à la Thaïlande. Je pense que maintenant, Pattaya, c'est devenu une station balnéaire, où il y a encore de la prostitution, certainement, mais cette prostitution, elle s'est détachée, elle s'est développée maintenant au Cambodge, mais au sud Cambodge, au sud, du côté de Sihanoukville. Hein, où il y a beaucoup plus de facilité d'acheter des fonctionnaires cambodgiens, il y a des plages, il y a plus d'air de liberté, et voilà. Donc elle s'est déplacée là-bas. Donc en fin de compte, c'est comme on peut déplacer la prostitution dans une rue, dans une grande vue, la prostitution elle ira ailleurs, la pédophilie c'est pareil. Hein. Et là elle se développe actuellement au Cambodge, effectivement, depuis plusieurs. Et vous avez une faune qui arrive, qui vient non pas d'Europe uniquement pour s'installer, mais d'Afrique. Parce que la politique française fait peur sur la Franc-Afrique en ce moment. Ouais. Et bien il y a des gens qui ont petit peur, Sarkozy a fait peur, Hollande fait peur, je le tiens de source sûre du Cambodge, et vous avez de plus en plus de Français qui vivaient en Afrique, qui se retrouvent maintenant au Cambodge. Mais fait exceptionnel au Cambodge, il n'y a plus d'attaché de police. Ça veut dire que quand il y a une affaire avec un Français, c'est le policier qui est à l'ambassade de France à Hanoï, qui doit se déplacer, mais aussi difficilement qu'un juge d'instruction se déplace de Paris vers Phnom Penh. Voilà, donc c'est devenu, pour moi, je dis, ben, c'est certainement un hasard, c'est un pays où tous nos malfaiteurs qui se cachaient en Afrique et à droite à gauche, mais peuvent se retrouver au Cambodge maintenant, on va rien leur dire. Et puis voilà, il n'y aura personne pour leur taper dessus. Mais ça contribue en même temps à couler le pays et à critiquer le gouvernement actuel. Le gouvernement du Premier ministre Hun Sen. Voyez, et à critiquer, les droits de l'homme commencent à critiquer, financés aussi par des puissances étrangères. Il y a eu des troubles en plus au Cambodge, il y a quelques mois, des gros troubles, il y a quelques mois de ça, on avait couvert ce truc-là. Et ben on va refaire une deuxième petite pause et puis on revient juste après. Et puis allez-y évidemment, voilà, posez vos questions. Oui, Vérité qui nous dit c'est joli la Thaïlande, il y a plein de beaux paysages. Oui, il n'y a pas que ça malheureusement. À vous la régie. De retour, voilà, donc après ce petit intermède musical, j'en profite parce que j'ai lu un peu les chats. On passe un petit coucou à Cyrine et on a bien reçu le chèque avec la petite enveloppe fait par sa petite fille. C'est charmant, merci beaucoup. On a reçu, on en parlera de toute façon dans les libres antennes. Alors voilà, je voulais revenir, on avait dit qu'on allait parler des Templiers, de ces organisations un peu qui ont un pouvoir occulte. On a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais il semble qu'il y a des organisations assez incroyables. Ben, disons que l'anticommunisme avait ses Templiers. Maintenant, on est dans une ère de guerre contre les musulmans. Le Cambodge, par exemple, les Chams, sont plus ou moins subventionnés par le Qatar. Alors les Chams, ce sont les musulmans cambodgiens. Les musulmans cambodgiens, voilà, on appelle ça les Chams, qui ont toute une histoire. Hein, et on s'aperçoit qu'il y a un ordre qui s'appelle l'ordre écuménique de Saint-Jean de Jérusalem, dont l'association est à Boulogne-Billancourt, dont un des Templiers est le fonctionnaire corrompu qui s'appelle Yim Sip, qui fait les traductions en français. Qui fait les fameuses traductions, voilà. S'implante pour ouvrir l'ambassade. Alors c'est extraordinaire, vous allez me dire, vous avez l'ordre de Malte, qui est reconnu, à 90 ambassades et reconnu par l'ONU. Cet ordre que je viens de citer n'a pas d'ambassade, mais ses membres se déplacent avec des passeports diplomatiques. Qui dit pas des passeports diplomatiques
veut dire après ambassade. Après, et droit et valise diplomatique. Voilà, valise diplomatique. Voilà. Immunité diplomatique. Tout en sachant qu'ils sont tombés, c'est peut-être à la limite des gens utopiques qui aiment se faire plaisir avec les capes, qui se retrouvent à Huesca tous les ans à faire une grande fête pendant un week-end, hein, au mois de juin pour la Saint-Jean. Mais quoi qu'il en soit, ils sont tombés dans une mouvance mafieuse qui va savoir en tirer en profit. À plus forte raison, quand un de nos ministres actuels, un ministre important, a subventionné des dons humanitaires pour aller au Cambodge. L'association de Saint-Jean de Jérusalem, avec ce ministre, ont affrété un conteneur, voire plusieurs maintenant, je ne sais pas. Et moi j'ai vu arriver un conteneur au Cambodge de médicaments qui a été étalé par terre où les pharmaciens venaient acheter les médicaments. Voilà. Alors que c'est un don humanitaire normalement. Donc ça doit être redistribué gracieusement en fait. Cette association de Saint-Jean a cru acquérir des terrains à Pailin. À Pailin, c'est à la frontière thaïlandaise. A dressé des hôpitaux, un petit hôpital. Quand les gens de cette association viennent visiter, il y a toujours des malades, il y a toujours des médecins. Quand ils s'en vont sur Phnom Penh, il n'y a plus rien. Voilà. Pourtant, il y a à peu près 300 000 € qui ont transité pour ce dispensaire hôpital à créer. Voilà. Donc ça, c'est en même temps des gens utopiques qui se sont fait avoir, qui ont des objectifs de créer une ambassade, d'où le risque. Ils sont en contact de mafieux, de princesses, de princes. C'est l'opposition actuelle à Hun Sen, les anciens des partis royalistes, des franco-khmers qui restent, qui sont là-bas depuis 20 ans, qui essayent de tirer profit de tous les pigeons qui arrivent, qui sont en même temps avec les mafieux. Je vous dis, la mafia, c'est des intérêts communs à plumer les gens, quoi, en gros. Hein. Jusqu'au crime. Si on fait un crime, c'est pas grave parce que ça passe inaperçu. Il faut comprendre la mentalité des gens à l'étranger. Ils n'ont plus les mêmes valeurs, les mêmes objectifs qu'en France. Ils perdent leurs références et ils sont absorbés par le pays, par l'immoralité et puis le désir de survivre et de vivre bien en tant que Français, quoi. Donc ça, c'est un gros risque parce que s'ils créent une ambassade, ils auront une valise diplomatique et derrière, on aura la mafia qui arrivera à s'en servir. Maintenant, pour revenir au ministre qui est de tout à fait bonne foi, ministre actuel, hein, de bonne foi, les mafieux, quand il aura fait un don d'un conteneur de médicaments qui vient de sa ville, que ce conteneur-là va être dépouillé, les médicaments vendus, les mafieux diront on va faire sortir un article sur le journal. Vous êtes trop naïf, vous êtes ministre. Vous vous êtes fait piller le conteneur de médicaments que vous allez donner en don. Alors c'est comme ça qu'on peut tenir des gens, qu'on fait pression. Juste par des systèmes comme ça. Oui, parce que là, pour le coup, quand même, il pourra quand même se dédouaner, c'est pas lui qui a vendu les médicaments directement. Oui, mais il a été naïf, il a fait confiance à des gens qui l'ont absorbé complètement. Regardez, le traducteur, IMSIP, traducteur, c'est un fonctionnaire de 4e classe qui se fait passer pour un assistant du ministre de l'Intérieur, a réussi à tromper son ministre pour faire avoir la nationalité cambodgienne à un président d'un groupe immobilier français. Ce président de groupe immobilier français, son objectif est d'acheter des terrains et des immeubles. Oui, parce que si on n'est pas cambodgien de nationalité, on ne peut pas acheter. Voilà. Beaucoup des pays d'Asie fonctionnent comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? J'avais déjà décrit, ça c'est une escroquerie. Hein. Il va acheter, il va balancer plusieurs millions d'euros, et puis dans 5 ans, on va lui dire, mais en fait, vous n'alliez pas avoir la nationalité cambodgienne, puisque vous n'avez pas rempli les prérequis. Parce que c'est le fonctionnaire IMSIP qui a fait des papiers bidons, comme quoi il parlait un peu le khmer, c'est obligatoire, comme quoi il connaissait l'histoire du pays, etc. Et comme quoi il avait une habitation permanente, qui est son habitation. Donc il a trompé le ministre cambodgien, son propre ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a signé l'autorisation de nationalité, ça doit monter au Premier ministre, mais au bout du compte, cet homme d'affaires, il va se faire voler tout ce qu'il a réinvesti dans quelques années. Parce que les mafieux qui sont en contact avec ce IMSIP sont au courant qu'il a constitué un dossier qui était faux, qui pourrait être contesté dans 5 ans. Et ils ont piloté en gros les investissements de ce Français avec des Cambodgiens qui sont de mèche.
vends ton terrain, t'inquiète pas, dans 5 ans, tu le récupéreras. Voilà. Et nous, on récupérera de l'argent. Donc ce Français-là, il part se faire escroquer, voire plus. Parce que s'il ouvre la bouche, peut-être qu'il aura un chantage lui aussi sur le dos. Ou ses collaborateurs, qui aiment bien sortir en boîte de nuit, qui aiment bien aller là où il y a des jolies filles et peut-être autre chose. Voilà. Bon, ça c'est sous les biais d'une association, l'association de Saint-Jean de Jérusalem, et l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, Templiers. Les Templiers, ouais. Voilà, alors les Templiers, pour dire, c'est quoi? C'est une espèce de filiale franc-maçonne, comment on appelle ça, les Templiers? Non, c'est actuellement le monde se divise en deux, musulmans, non musulmans. Et vous avez l'extrême droite qui profite de ça, quoi, en fait. Les gens, les vrais extrêmes droites. Hein. Et vous vous apercevez qu'il y a de plus en plus d'associations templières qui se créent. Hein, c'est pour défendre la quoi, dans l'esprit des croisades? Dans l'esprit des croisades, complètement, pour se préparer au combat. Hein. Vous avez le gendarme que je vous ai dit la dernière fois, il est proche des Templiers. Vous allez sur sa page Facebook, vous avez plein d'images de Templiers. Ce sont des gens qui se montent la tête, qui s'exercent au tir de plus en plus, qui se préparent au choc frontal des cultures, à faire résistance à l'envahisseur en France. Mais c'est ça, c'est leur optique, quoi, en fait.